Et nos invités se sont installés, place donc maintenant au deuxième débat très attendu de cette grande soirée consacrée aux municipales les 15 et 22 mars. Nous nous intéressons donc à Limoges, la capitale du Limousin ou de l'ex-Limousin, c'est selon, ville qui en 2014 a été perdue par les socialistes après 100 ans de gestion. Ce fut une des grandes surprises en France lors de cette élection des municipales. Autour de moi, 6 candidats. Je précise que faute de place sur ce plateau et en raison des règles du CSA, nous ne pouvions pas recevoir toutes les têtes de liste. Émile Roger-Lamberty, bonsoir, maire sortant. Vous êtes soutenu par les Républicains, dont vous vous représentez et vous vous targuez d'avoir restauré la ville. Thierry Miguel, tête de liste Union de la gauche, PS, PC, ADS, PRG. Et vous êtes également soutenu par plusieurs collectifs de citoyens. Monique Boulestin, bonsoir, tête de liste soutenue par La République En Marche et le Mouvement Radical. Bernard Drobenko, chef de file de la liste Europe Écologie Les Verts et Génération S. Albin Fréchet du Rassemblement National. Enfin, Danielle Soury, candidate soutenue par la France Insoumise. Merci à vous tous d'être présents. Je précise que sont également candidats déclarés Vincent Gérard, conseiller municipal sortant, ex-Front National, ex-Rassemblement National, désormais divers droite pour la liste Alliance pour Limoges, Marie de Ferluc sans étiquette, Nouveau Printemps à Limoges et Elisabeth Faucon pour Lutte ouvrière. Nous saurons demain soir, date limite officielle de dépôt, qui sera vraiment sur la ligne de départ, puisque toutes les listes n'ont pas encore été déposées en préfecture. Albin Fréchet, je me tourne vers vous. Première question, allez-vous, oui ou non, demain déposer en préfecture une liste complète sur Limoges avec 55 colistiers ? Alors en effet, il serait vraiment regrettable pour la démocratie de Limoges qu'il n'y ait pas de représentant national, de représentant du Rassemblement national élu pour 6 ans à Limoges. Il nous manque actuellement seulement 2 femmes pour compléter notre liste, donc cela peut aller extrêmement vite. C'est pour ça que j'appelle à la responsabilité de nos électeurs, parce qu'il est indispensable pour Limoges d'avoir des représentants du Rassemblement national pour 6 ans. Merci, on suivra ça demain. Autre question avant d'aborder nos thématiques sur l'environnement, la pauvreté, la sécurité. Je m'adresse à Émile Roger-Lamberty. En 2014, une fois élu, vous aviez annoncé que vous ne feriez qu'un seul mandat. Finalement, vous avez succombé au goût de la politique. Est-ce que c'était une promesse non tenue ? Vous savez, vous venez de me présenter d'une manière bizarre. Je voudrais vous rappeler que je suis non seulement soutenu par les Républicains, mais par l'UDI, par le MoDem, par Libre, par Agir, par la France audacieuse. Ouais, il faut reconnaître que dans cette élection municipale, c'est assez compliqué pour chaque liste de savoir qui soutient qui. Il n'empêche que représenter un mouvement qui, en plus, représente une multitude de tendances est quelque chose de très important en termes d'ouverture et la façon de se frotter la cervelle pour créer des idées et faire avancer notre ville. Alors, pourquoi je me suis représenté ? Tout simplement. D'abord parce qu'un collectif me l'a demandé, parce que mes concitoyens me le demandaient régulièrement depuis avril, et je m'interrogeais très sérieusement au fait de passer la main, et qu'enfin, l'ensemble des composantes de la majorité municipale que je préside et qui m'a élu maire, m'a demandé de repartir à sa tête. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec un premier chiffre que vous avez vu dans notre présentation. Le taux de pauvreté, il est important à Limoges, 22% de la population contre 14% au niveau national. Monique Boulestin, vous êtes ancienne adjointe du maire de Limoges, c'était en 2010, dans les années 2010. Dans votre projet, il y a un chapitre social. Est-ce que, selon vous, les quartiers ont été abandonnés et c'est une des conséquences de ce taux de pauvreté élevé ? Les quartiers se sentent abandonnés. Et nous devons tout faire pour que ce sentiment d'abandon ne perdure plus longtemps, parce qu'il est générateur d'inquiétude, bien sûr, mais souvent de violence aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons bâti un projet en 2 parties, un projet d'intégration républicaine et un projet plus social, de façon à ce que les jeunes en particulier puissent retrouver confiance en leurs institutions et retrouver confiance en leurs élus. Thierry Miguel, est-ce que le maire actuel a échoué dans la lutte contre le taux de pauvreté, selon vous ? Si on voit le taux actuel de pauvreté, on peut dire que le maire de Limoges a échoué sur ce combat-là. En fait, il ne s'agit pas de porter des grandes intentions, mais encore faut-il au quotidien aider en fait ceux qui sont dans la plus grande difficulté en étant une force de proposition en matière d'emploi, mais également pour tous ceux qui ont besoin de l'aide nécessaire pour avoir une plus grande éducation, pour avoir une deuxième chance, pour avoir une formation accomplie. Donc il est important de porter une politique sociale dans ce cadre-là.
Émile Roger-Lamberti, est-ce que c'est pour vous un échec de votre mandat, cette pauvreté, cette précarité qui a augmenté? C'est un fait à Limoges? Il faut regarder à partir de quand elle a augmenté. Elle a augmenté entre 2000 et 2014. Les sociologues vous le diront. Nous sommes passés d'une ville qui était une ville moyenne à la campagne, ville moyenne, grande moyenne, puisque nous étions à 135 000, 140 000, qui a perdu des habitants, avec une ville où l'immigration est devenue de plus en plus prégnante et avec une extrême pauvreté condensée dans des cités et dans des quartiers périphériques qui étaient enfermés. Et figurez-vous qu'en faisant un peu d'études et en reprenant les choses, je me suis rendu compte qu'en 1989-90, Louis Longequeux avait lancé une étude et qu'il savait ce qu'il fallait faire pour les quartiers. Que les programmes qui devaient être faits pour les quartiers n'ont pas été faits. Quand nous sommes arrivés, nous avons pris à bras-le-corps et j'ai fait en sorte que nous ayons des vrais programmes, en commençant par la réussite éducative avec les écoles. Ensuite, pour mettre en ordre et accompagner ces enfants, nous avons travaillé avec la caisse d'allocation familiale, ce qui n'était pas le cas avant, où nous avons démultiplié les aides aux familles et démultiplié les accompagnements. Et j'ai demandé au CCAS de mettre en œuvre de manière très précise dans chacun des quartiers, je dis bien très précise, un suivi, un accompagnement. Dernier point, pour les amis qui nous veulent du bien et qui ont toujours des grandes idées, quand nous sommes arrivés à Beaubreuil, c'était la déshérence, parce que le social à Beaubreuil venait d'être fermé, le B58 venait d'être fermé, et nous avons remonté un centre social complet où nous accompagnons enfants, moyens, adolescents et familles. Albin Fréchet du Rassemblement national, est-ce que vous partagez le sentiment d'Émile Roger-Lamberti sur les causes de cette augmentation de la pauvreté, de la précarité dans les quartiers? Le taux de pauvreté, il faut savoir que c'est un terme statistique et moi je distingue plusieurs types de pauvres. Il y a les pauvres qui ne travaillent pas et les travailleurs pauvres. Et je pense qu'il faut faire une politique en faveur notamment des travailleurs pauvres, parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, on va dire, qui touchent les aides sociales et les aides publiques. Et donc, je pense que seul le travail réinsère. Le travail, c'est une notion fondamentale que je souhaite mettre en avant à Limoges et que ceci nous permette de grimper l'échelle sociale et de s'extirper de cette trappe à pauvreté que peuvent être en effet les cités de Limoges. On a également des coins tels que le centre-ville où on a de la pauvreté. Il n'y a pas que également dans les zones extérieures au centre-ville. Vraiment, à Limoges, il faut faire quelque chose au niveau de la pauvreté au niveau du travail. Donc, favoriser le travail, la remise au travail des personnes qui ne travaillent plus. Et nous avons un programme en ce sens. On y reviendra tout à l'heure. Daniel Soury, selon vous, les quartiers ont été, je vous cite, abandonnés. Oui, je reviendrai sur ce qu'a dit Monsieur le maire tout à l'heure. La dégradation sociale des quartiers, elle a lieu aussi pendant son mandat. Une des seules subventions de l'État qui a augmenté dans la dernière période, c'est la DSU, la dotation de solidarité urbaine, qui est consacrée aux quartiers. Et elle a augmenté pour de mauvaises raisons, c'est parce que les indicateurs se sont profondément dégradés. Alors, moi, ce que je pense, c'est que sur ces quartiers, il faut changer radicalement de logiciel. Il faut arrêter de faire pour les gens, mais de faire avec eux. Je pense que pour qu'ils s'en sortent, il faut qu'ils aient le droit de s'impliquer et de s'impliquer beaucoup plus dans ce que fait la ville pour eux. Il faut qu'ils participent, qu'ils co-participent à l'élaboration, à la mise en place et à la réalisation. C'est pour ça que nous proposons. Moi, dans notre programme, on a mis qu'on aura un adjoint au QPV, qui sera issu de ces QPV. QPV, ce sont les quartiers prioritaires. Les 9 quartiers prioritaires de la ville, pour justement conduire cette politique de co-élaboration. Et en même temps, on veut aussi appuyer l'action des conseils citoyens de ces quartiers, puisque dans chaque QPV, dans chaque quartier prioritaire, il y a un conseil citoyen. La loi Lamy impose de leur donner des moyens de fonctionnement. Ce n'est pas vraiment le cas, et nous le ferons. Bernard Bourbagne-Cour, vous avez encore entendu sur ce thème de la précarité, de la pauvreté. Qu'est-ce que l'écologie peut éventuellement faire pour... Alors, l'écologie que je défends, c'est l'écologie sociale, c'est l'écologie humaine. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a deux types de pauvreté. Il y a la pauvreté du monde qui travaille. Et moi, j'aurais aimé voir Monsieur Lamberti aux côtés des hospitaliers qui sont en très grande difficulté, aux côtés des pompiers qui sont en très grande difficulté, aux côtés de tous ces acteurs de notre vie qui sont en souffrance, la souffrance humaine tous les jours. Dans le même temps, il y a la souffrance dans les quartiers et on voit la politique de M. Macron qui est un broyeur social,
qui laminent en quelque sorte la vie dans ces quartiers, accélérée par la politique de M. Lamberty, notamment dans tous ces quartiers où le milieu associatif a été abandonné, où les acteurs sociaux sont obligés de payer pour disposer de locaux. Et là, je trouve que c'est absolument dramatique. Il n'y a plus ce lien social qui permet du vivre ensemble dans les quartiers et entre les quartiers et le centre-ville. Et on observe d'ailleurs que dans le centre-ville, il y a de la précarité avec des logements dégradés, avec des logements indécents, où habitent des travailleurs parfois pauvres. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on engage une politique offensive, redonner au quartier du lien social, redonner les moyens de vivre ensemble pour qu'à la fois les associations puissent intervenir, que l'État puisse exercer ses missions dans le cadre du service public, parce que ça c'est très important, et que la municipalité accompagne ce processus. L'écologie humaine, c'est cela. Thierry Miguel, dans votre programme, vous parlez finalement de lien social, vous partagez les idées de Bernard Dorenco sur cette thématique ? Je pense qu'effectivement, il faut recréer du lien social. En plus, j'en parle en toute tranquillité. Moi, je suis issu du quartier de la Batide. J'ai vécu à la Batide pendant très longtemps, jusqu'à 20 ans à peu près. Et là, j'ai vu la paupérisation de ce quartier. Moi, je tiens beaucoup à ce quartier parce qu'il y a des intelligences, parce que dans ce quartier, il y a du dynamisme, parce que dans ce quartier, il y a des perspectives. Et je pense que les politiques actuelles font de la stigmatisation de ces quartiers-là. On le voit par les fonctionnements de la police municipale, par exemple, ou d'autres. Et moi, je pense que c'est un lieu d'énergie. Et dans ces quartiers-là, je pense qu'on peut trouver des choses assez extraordinaires. Donc, ne stigmatisons pas les quartiers, utilisons les intelligences et les énergies qui s'y trouvent. Monique Bolestin, Émile Roger-Lamberty disait que ça s'est dégradé avant qu'il n'arrive à la tête de la mairie, donc avant 2014. Vous étiez à la mairie. Est-ce que vous vous sentez responsable de cette dégradation des quartiers ? Je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Nous sommes aujourd'hui pour parler de l'avenir, pour redonner confiance à nos concitoyens et pour nous préoccuper de leurs attentes et de leurs besoins. Et c'est vrai qu'il y a une paupérisation qui se dégrade chaque année un petit peu plus. Et moi, je voudrais qu'on revienne sur les mesures et les solutions qu'on pourrait proposer à toutes celles et ceux qui souffrent, et en particulier aux jeunes, puisque vous le savez, le taux de pauvreté touche principalement les jeunes. Alors, quelles solutions justement à Beaubreuil, au Val-de-Laurence, à la Batide sur l'ensemble, si vous voulez, de nos quartiers, y compris en centre-ville. Moi, je ne veux pas qu'on stigmatise quartier par quartier. Vous savez, ce sont des individus, des êtres humains qui y vivent. Et notre rôle à nous, élus, eh bien, c'est encore une fois de leur proposer des solutions. Alors, il y a partout dans les quartiers, il y avait des bibliothèques, des centres culturels. Et je crois qu'il faut que l'on s'appuie sur l'existant pour moderniser, pour le moderniser. Et en particulier, je pense aux tiers-lieux, qui seraient pour des jeunes, qui ont des passions, qui ont des envies, qui ont des motivations et parfois beaucoup de talent, des endroits où ils pourraient trouver l'encadrement nécessaire pour réaliser tout ce qu'ils ont en eux, qu'il s'agisse de réalisation de type culturel ou de réalisation de type entrepreneurial. Et c'est très important de revenir sur ces fondamentaux sociaux avec les associations qui ont été un petit peu malmenées parce qu'on leur a un petit peu coupé les vivres et que tout cela fasse sens pour l'ensemble de la ville de Limoges. Émile Roger-Lamberty, vous avez haussé les yeux quand Bernard Dorenco je trouve ça tout à fait intéressant. En ce qui concerne les pompiers et les médecins, ils savent que je suis à leur côté et dans quelles conditions j'y suis, de la même manière que les policiers qui sont sur le terrain. Mais je voudrais dire quand même que l'on passe sous silence des choses très intéressantes. À la Batide, nous avons reformaté complètement le quartier en termes urbanistiques, en même temps que nous l'avons reformaté en termes de propositions et de co-construction avec la population. Jamais il n'y avait eu autant de co-construction avec la population. Nous sommes en train de le faire à la ZUP, de la même manière que le quartier de la ZUP sera rénové complètement. Nous sommes en train de le faire avec Beaubreuil, où nous avons refait un centre jeunesse sans fourche tout neuf, ultra moderne, avec les équipements et les personnels à l'intérieur. Mais ce que je voudrais dire quand même qui me paraît extrêmement fort, c'est que les outils institutionnels dont ont besoin les quartiers, nous les avons mis en place à la Batide. Nous les avons mis en place et ils sont prévus pour Beaubreuil, ils sont prévus pour les Portes Ferrées et ils sont prévus et en cours de construction pour la ZUP de Laurens et en cours d'aménagement pour la ZUP de Laurens Nord. Et nous avons créé des parcs et jardins dans des lieux sociaux pour l'intransgénérationnel, où des petits-enfants aux grands-parents, tout le monde puisse
participer et organiser son lien social. Nous le faisons, c'est dans le programme et ça sera développé. Thierry Miguel puis Daniel Soury. Thierry Miguel, vous êtes en désaccord avec ce que dit Roger Berti sur son action dans les quartiers? Moi, je suis originaire de la Batide. J'ai vécu à la Batide toute mon enfance. Donc, je ne supporterai jamais qu'on puisse stigmatiser les habitants de ce quartier. C'est un quartier riche. C'est un quartier riche de la jeunesse. C'est vous qui le stigmatisez. Et de l'énergie. Pas du tout. Il est riche de la jeunesse et de l'énergie. C'est vous qui le stigmatisez, ce n'est pas moi. C'est en le montrant du doigt que vous le stigmatisez. Toute votre politique a été de stigmatiser les quartiers. Toute votre politique a été de stigmatiser les gens issus des quartiers. Moi, je suis issu des quartiers. J'ai grandi à la Batide. Je pense que c'est un quartier avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup de force, et qu'il faut écouter cette intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle aura une énergie qui débordera dans les prochaines années, dans le terme économique, en termes social et en termes entrepreneurial. Avant de parler de sécurité, Daniel Soury, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais réagir. Et après Bernard Dourbenko. Sur ce plateau, tout le monde vante les mérites, les qualités dans les quartiers. J'aimerais poser une question à tout le monde. La population des QPV, des quartiers prioritaires de la ville, c'est 20% des habitants de Limoges. J'aimerais savoir, sur vos listes, vous en avez combien? Quelle est la proportion des candidats qui sont issus de ces quartiers? Et quelle est la proportion d'éligibles parmi vos candidats? Qui veut répondre? Moi, je peux répondre très facilement. Moi, je suis né à la Batide. Non, je parle de la proportion de candidats. Mon père, j'ai grandi dans le quartier de la Batide. Et sur ma liste, il y a un certain nombre de personnes qui sont issues des quartiers comme moi. Et nous avons justement au cœur de faire vivre cette énergie. Bernard Dourbenko, vous avez des candidats issus des quartiers? La pauvreté, c'est la précarité énergétique, c'est la précarité d'accès au transport, c'est la précarité liée à l'eau, c'est la précarité liée à l'énergie. Ce sont ces éléments-là. Pour nous, ce qui paraît important, c'est de réinstaurer des maisons de quartier dans chaque quartier pour créer du lien social, pour l'éducation populaire, pour la formation, pour l'information des populations, recréer le lien social qui manque aujourd'hui. Très rapidement, Albin Fréchès, après on va parler de la sécurité. Vous voulez intervenir? Oui, donc je pense qu'il faut être un peu plus concret concernant les mesures. Ce qu'on propose au Rassemblement national, c'est la rénovation de nos logements par des travailleurs sociaux pour leur permettre d'accéder au logement parce qu'ils sont prioritaires pour cet accès aux logements vacants qu'ils auront rénovés et ça leur permettra de leur apprendre un métier. C'est-à-dire qu'on a des gosses qui sont dans la rue, qui n'ont rien à faire de leur journée, qui vont faire des conneries. Et donc ceux-là, il faut leur mettre un métier entre les mains, leur apprendre quelque chose pour les sortir du mal dans lequel ils sont actuellement. Et donc nous allons mettre ça en place, la rénovation énergétique des logements vacants de Limoges. Il y en a plus de 7000, ça ne sert à rien de faire des cadeaux promoteurs immobiliers et donc de faire construire des logements neufs à Limoges. On parlera de transition écologique tout à l'heure. Nous allons aborder un deuxième thème, parce que le temps passe rapidement. Il est souvent évoqué par les habitants, il s'agit de la sécurité. Alors sécurité au quotidien, incivilité, sentiment réel ou non d'insécurité, caméras, surveillance, police municipale. Vous l'abordez tous dans vos programmes. Écoutez, justement sur cette thématique, Vincent Gérard, tête de la liste Alliance pour Limoges, ex-conseiller municipal FN et RN, désormais indépendant, et qui a donc déposé sa liste en préfecture. Écoutez-le. Bien évidemment, il y a une insécurité croissante à Limoges. Je dresse le constat de l'équipe actuelle d'Émile Roger Lamberty. Et en matière de sécurité, pour moi, c'est un échec cuisant. Les promesses ont été à moitié tenues. Mais ce qu'il a surtout manqué, c'était la volonté politique de les mettre en application. J'en veux pour preuve le nombre de voitures considérables brûlées le soir de la Saint-Sylvestre, dernier, là, donc tout récemment. Si je compare avec une ville comme Béziers, où je me suis rendu très récemment pour rencontrer M. Robert Ménard, une ville beaucoup plus criminogène que Limoges, le résultat est 0 voiture brûlée. Donc quand on veut, on peut. C'est la volonté politique qui a manqué à M. Émile Roger Lamberty et à son équipe et qui lui manqueront encore au prochain mandat si jamais il devait être réélu. Thierry Miguel, vous êtes un ancien haut gradé dans la police. Est-on, comme le dit Vincent Gérard, dans une ville insécure ? Alors déjà, moi je suis issu d'un quartier populaire. J'ai grandi à la Batide jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça fait 4 fois que vous le dites. C'est important. J'ai également occupé des fonctions. J'ai travaillé au Quai des Orfèvres, j'ai travaillé dans plusieurs services. Et je pense que l'insécurité à Limoges n'est pas bien sûr au niveau de ce que vient de dire M. Vincent Gérard. Il ne faut quand même pas exagérer. Après, vous connaissez, c'est Tocqueville qui disait « Plus un phénomène devient infime, plus qu'il en subsiste devient insupportable ». Donc il y a encore des choses qui sont insupportables, qui restent au niveau des incivilités. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais il faut mettre en œuvre les conditions d'assurer la sécurité du plus grand nombre, parce que les victimes de l'insécurité, c'est souvent les gens les plus pauvres. Sur la police municipale, vous voulez faire quoi ? Augmenter encore les effectifs ? Est-ce que le bilan est positif de ce qui a été fait ? Avant, il y avait très peu de caméras de surveillance, très peu de policiers municipaux.
Je crois qu'il y a un véritable travail à faire sur la police municipale, une police de proximité, certes, mais qui soit au plus près des attentes aux attentes des habitants des quartiers, pas de stigmatisation, une centralité, un travail sérieux, sans stigmatisation de quiconque. Mais bien sûr, il faut prendre en compte la police municipale. C'est pas moi qui vous dirai le contraire vu mon expérience professionnelle. Bernard Dorbenko, sur la sécurité, est-ce que... Écoutez, de quelle sécurité parle-t-on? Si on parle de l'insécurité de l'être humain, l'écologie sociale propose en fait 2 éléments. D'abord, sécuriser les personnes et les biens en termes d'alimentation. Le changement climatique va imposer des bouleversements. Il faut sécuriser les personnes et les biens. L'alimentation, le logement sont des éléments fondamentaux. La justice sociale, ce sont aussi des éléments liés à l'insécurité. Ce qui nous paraît important en nous, c'est que l'insécurité se vit aussi au quotidien. Nous constatons qu'aujourd'hui, on est plus en danger en marchant à pied ou à vélo à Limoges que dans des quartiers. Il y a plus de mortalité de cet aspect-là qu'au regard de la sécurité en tant que sécuritaire. Concernant le sécuritaire, les caméras ne remplaceront pas l'être humain. Nous considérons que le lien social qui doit exister dans cette ville, dans ces quartiers, est un élément de prévention de l'insécurité. Comment se fait-il que des enfants de 13 ans, de 12 ans, de 14 ans se promènent dans les quartiers sans être scolarisés? Qui intervient? Ni les services municipaux, ni les services de l'État. Les services publics ont abandonné ces quartiers. Et donc, que constate-t-on? Eh bien, effectivement, de la délinquance. Ce qui paraît aussi important, c'est que s'est développé à Limoges des trafics de drogue, de la prostitution, qui sont présents dans les quartiers de manière significative. Alors là, effectivement, on peut parler de sécurité. Il faut des moyens. Et les caméras ne suffiront pas à générer de la sécurité. Donc, il faut une politique offensive, effectivement, mais la prévention, le social assureront des éléments fondamentaux de la sécurité des personnes. Émile Roger-Lamberti, la police municipale, tout ce que vous avez mis en œuvre avec les caméras, ça fonctionne? Ça a des résultats concrètement? Ça fonctionne, ça a des résultats et bien sûr, il faut renforcer le dispositif, mais nous avons un vrai problème. Un vrai problème, c'est le désengagement progressif de l'État et qui n'est pas nouveau, qui est ancien au fil des gouvernements. Au niveau de la présence de la police nationale. Alors j'ai entendu des inepties fantastiques concernant la police municipale. La police municipale est une police de proximité. Elle intervient pour des affaires de proximité et de temps en temps, il lui arrive aussi d'intervenir pour des affaires de flagrant délit, comme c'est arrivé la semaine dernière. Nous avons un vrai problème à Limoges. Pour une ville de 135 000 habitants et pour une agglomération de 210 000 habitants, c'est que de temps en temps, nous n'avons qu'une seule patrouille de police nationale disponible. Eh bien, la première des choses sera d'augmenter la présence de la police municipale. La deuxième des choses, qu'elle se déplace plus fréquemment dans les quartiers quand elle est appelée. Aujourd'hui, moi, quand j'écoute dans les quartiers, en centre-ville, quand j'écoute nos concitoyens ce qu'ils disent, les rodéos en moto sont insupportables. Le fait d'avoir des rassemblements dans les halls et de ne pas pouvoir circuler sont insupportables. C'est 90% d'intervention de la police municipale pour donner la sécurité aux gens. Monique Boulestin, vous connaissez bien Limoges. La sécurité s'est améliorée ou on peut encore faire mieux, selon vous? Jérôme Piprov, si vous permettez, je n'ai pas répondu à la question précédente sur les listes. Et moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur la composition de ma liste. Quelques secondes. Moi, j'ai tenu à ce que tous les quartiers de la ville soient représentés sur ma liste. Et si vous regardez attentivement la liste que j'ai déposée... Liste déposée aujourd'hui. Tous les quartiers, mais également toutes les professions sont représentées, et les non-professions aussi. Donc, peu importe. Alors, pour la sécurité, je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que nous ne cessons de stigmatiser depuis un petit moment les uns ou les autres. Ce sentiment d'insécurité existe, et c'est un défi auquel nous devons répondre, même si Limoges, par rapport à d'autres grandes villes de France, n'est pas la plus insécuritaire. Cependant, nous passons, je crois, à côté de certaines mesures que nous pourrions prendre, qui n'ont pas été prises, en lien avec la justice, avec la police. Je pense notamment à la mise en place d'un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, de la mise en place d'un observatoire local de la délinquance, et surtout peut-être aussi, pour qu'on ait une vraie réflexion, la mise en œuvre de ce qu'on appelle le travail d'intérêt général. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, moi je voudrais revenir sur cette mesure, parce que non seulement, à travers ce qu'on appelle familièrement les tiges
travail d'intérêt général, nous pouvons effectivement éviter la récidive. Parce que je fais plus confiance à l'éducation, à la formation qu'à la sanction, mais en plus, nos concitoyens ont vraiment l'impression que ces tout petits délinquants paient concrètement leurs dettes à la société. Et je voudrais que ces mesures-là soient étendues de façon à ce que, plutôt que d'enfermer des jeunes qui ont fauté, mais parfois, jeunesse se laisse emporter, je ne voudrais pas qu'on les mette directement en prison pour qu'ils côtoient des grands délinquants, mais je préfère plutôt qu'on les mette en travail d'intérêt général. Nous en avons besoin sur une ville comme Limoges, nous en avons besoin dans les administrations, de façon à ce que ces jeunes reprennent confiance en eux et qu'ils soient un exemple aussi pour toutes celles et ceux qui parfois les ont entraînés. Albin Fréchet, puis après M. Lamberty. Albin Fréchet, sur la sécurité, c'est en général le thème favori du Rassemblement national. La situation s'est-elle, oui ou non, améliorée sur Limoges? Il y a une police municipale qui est passée de 30 policiers en 2014 à 73 aujourd'hui. Vous devriez être satisfait? Alors, effectivement, en termes de sécurité, nos électeurs et les citoyens de Limoges en général nous attendent pour des grandes mesures. Lesquelles? L'État, effectivement, abandonne de plus en plus son rôle premier, qui est de faire respecter l'ordre public et de protéger les plus faibles. En matière de police municipale, certes, des choses ont été faites, mais ceci est insuffisant. Ce que nous proposons, c'est d'augmenter les effectifs de police municipale de telle manière à les doubler pour avoir un ratio d'un policier municipal pour 1000 habitants. C'est un ratio raisonnable qui permettra d'avoir une présence policière continue dans les rues de Limoges et ainsi occuper le territoire face à cette délinquance qui nuit au quotidien de nos concitoyens de Limoges. Ce que nous voulons faire également, c'est également lutter contre le climat anxiogène de Limoges à travers les tags. Il faut savoir que Limoges est couverte de tags. Oui, je vois que vous haussez les sourcils. Effectivement, il faut se promener dans Limoges pour voir ça. Si vous vous promenez dans Limoges, vous verrez des tags partout. C'est des signes de gang. Ça a un caractère anxiogène. Il faut les effacer. Il faut une tolérance zéro sur les tags à Limoges, de telle manière à avoir une ville beaucoup plus propre, beaucoup plus rassurante et faire revenir les Limougeaux en centre-ville, parce que c'est là où ça prolifère. Il faut également lutter contre, par exemple, la mendicité agressive, contre les chiens errants, contre les mictions dans les rues, contre les dépôts d'ordures sauvages. Mais cela ne peut être fait uniquement si nous nous en donnons les moyens en termes de sécurité. Et c'est pour cela que nous voulons mettre le paquet dessus, parce que de la sécurité découlent des effets externes positifs en matière d'économie et d'environnement. Daniel Soury, est-ce que la gauche s'est convertie aussi à la vidéosurveillance, à la vidéoprotection, à la... Alors, ce que je pense, c'est que on ne peut pas reprocher à la mairie sortante de n'avoir rien fait. Effectivement, ça a été souligné. Les budgets ont été considérablement augmentés. La vidéosurveillance, vous l'avez dit, le budget de fonctionnement de la police a été triplé sur le mandat. Pour autant, je ne suis pas sûre que les résultats soient à la hauteur de l'effort financier qui a été fait. Et je pense que ça nous invite à réfléchir à l'idée qu'il faut faire autrement. Ce n'est pas dans la surenchère. Je ne pense pas que c'est encore en doublant, en triplant, en quadruplant le budget de la police municipale qu'on va s'en sortir. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été évoquées avec lesquelles je suis d'accord, développer la police de proximité. Je voudrais aussi insister sur la question des violences faites aux femmes. Et je pense aussi que ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Nous soutenons, nous, la proposition d'une association de lutte contre les violences faites aux femmes qui propose d'expérimenter l'installation sur la voie publique d'espaces de mise en sécurité immédiate pour protéger les femmes exposées à des dangers immédiats. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes des femmes qui sont victimes de violences et ce genre de dispositif, ces cabines publiques, pourraient être utilisés pour la mise en sécurité de toute personne qui est en danger immédiat. Avant de parler du troisième thème, l'environnement, Émile Roger-Lamberty, il y a finalement tout le monde a une consensus quand même. Très rapidement, le CLPD fonctionne. Le centre local de surveillance et de prévention de la délinquance fonctionne et il réunit régulièrement, il donne des chiffres, il surveille la progression de la délinquance. Cette année, nous avons eu une aggravation de la violence dans toutes les villes, quoi qu'il se dise, en 2019, et qui est liée à l'épuisement de nos forces de police avec l'effet gilet jaune. Je voulais dire que pour la violence faite aux femmes, nous avons financé une assistante sociale au commissariat qui a fait un travail remarquable de détection et d'accompagnement et qu'il faut le continuer. Enfin, rappel à l'ordre, le maire de Limoges, que je suis, a accepté et demandé au procureur de lui envoyer tous les petits délinquants, les petits actes de délinquance pour les rappels à l'ordre, ce qui me fait une occasion de voir la famille et l'enfant.
quant aux travaux d'intérêt généraux, j'ai demandé et je préconise que nous en fassions systématiquement et que nous en fassions plus. Vous êtes d'accord avec Monique Boulestin? Le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous avons une difficulté d'articulation entre les décisions de justice et l'application du TIGE. Alors, autre thème de ce débat, l'environnement pour ces élections. Tous les candidats se revendiquent presque écologistes. Tout le monde a la fibre verte, est proche de la nature. Attention, monsieur Lamberti, tout le monde veut végétaliser la ville, veut planter des arbres, créer une forêt urbaine, que sais-je, favoriser les transports durables et gratuits. Sur le papier, est-ce réalisable? Merci, monsieur Lamberti, de faire du bruit. On va savoir qu'est-ce qui vous différencie. Bernard Dorbenco, récemment, chez nos confrères du Populaire, vous avez déclaré... je vous cite, en parlant d'Émile Roger-Lamberti, son bilan d'un point de vue écologique est catastrophique à ce point-là? Bien sûr. Moi, je constate une chose, c'est que tout le monde fait aujourd'hui de l'écologie. Alors, on a des mesurettes, on saupoudre, on assure du saupoudrage, ici ou là, on plante des arbres, etc. Néanmoins, sur le fond, on constate qu'on pérennise ce qui ne fonctionne pas, ce qui est condamné et ce qui condamne la planète, ce qui condamne les qualités de vie des Limougeaux et des Limougeaudes, ce qui va entraîner des augmentations de pollution. Je prends le dernier exemple en date, c'est l'autoroute, si vous voulez. Tout le monde paraît satisfait. Vous êtes contre l'autoroute Limoges? Absolument, absolument. Tout le monde paraît satisfait de cette autoroute. C'est une catastrophe d'un point de vue écologique. C'est un non-sens d'un point de vue économique et c'est un non-sens d'un point de vue social. Les Limougeaux et les Limougeaudes vont être pénalisés 3 fois. C'est la triple peine. Ils vont payer parce qu'ils vont, à travers les impôts locaux, contribuer avec la communauté d'agglomération, avec le conseil départemental, avec le conseil régional. Ils vont payer avec leurs impôts nationaux à travers la TVA, à travers d'autres impôts. Et en plus, ils vont payer pour aller à Poitiers. La triple peine, c'est une catastrophe. Et je dirais aussi que ce projet-là est, à mon sens, un petit coup politique de la majorité. M. Djebari et M. Lamberti se satisfont, d'autres suivent. Je trouve que c'est absolument lamentable. Voilà. M. Djebari, qui est 8e sur votre liste. Avec Mme Boulestin. Monique Boulestin, justement, Mme Boulestin, sur l'écologie, Limoges, ville verte, vous souhaitez une transition écologique. Derrière ces mots, concrètement, qu'est-ce qu'on met? Il faut mettre du concret, parce que je crois que ceux qui nous écoutent voudraient savoir ce que l'on veut faire. Alors évidemment, nous sommes, comme tout le monde, très sensible à ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Mais au-delà du constat, encore faut-il faire des propositions pour que Limoges soit un poumon vert et nous pouvons l'être. Parce que nous sommes géographiquement une ville à la campagne. Et nous ne pouvons pas dire que nous souffrons de pollution telle que d'autres grandes villes en souffrent. Cependant, nous devons effectivement réfléchir. Et cela passe peut-être par une végétalisation de l'hypercentre-ville. Vous savez, nous avons des places, nous avons des rues que nous pouvons aménager, que nous pouvons rendre piétonnes, de façon à mettre un petit peu de végétaux, des arbres. Je pensais, et nous en avons parlé ce matin, nous avions une autre réunion, je pensais par exemple à la place des Bancs, qui relie concrètement la place de la Motte à la place Haute-Vienne. Piétoniser des rues, lesquelles? La piétonisation, en partant de la place de la Motte jusqu'à la place Haute-Vienne, nous pouvons avoir effectivement une piétonisation très réfléchie. Et là, effectivement, végétaliser. C'est important, mais ça n'est pas le seul endroit. Je pensais aussi, quand je suis venue, à la place Jourdan, et je pensais à la maison militaire, qui a derrière la maison un immense parc. Et je pensais que ce parc jouxtant, par exemple, l'école des Feuillants, nous pourrions avoir pour toutes les écoles de Limoges ce que j'appelle, moi, un jardin pédagogique. Par exemple, il y a d'autres lieux sur Limoges que nous pourrions rendre aux végétaux, rendre plus humains, rendre plus attractifs, de façon à ce que le centre-ville de Limoges, par et grâce cette réflexion sur l'environnement, devienne plus attractif et devienne un lieu de rencontre entre les différentes générations. On parlait de piétonisation. Thierry Miguel, dans votre programme, vous suggérez la piétonisation ponctuelle de la place Denis-Dussou. Oui, je pense que c'est la piétonisation. Il y a des temps importants pour la piétonisation parce que c'est un moment de rencontre. Mais si on veut généraliser, pour reprendre ce qui vient d'être dit, ça veut dire que nous ne pouvons pas dire que nous allons séparer la question environnementale de la question sociétale parce que les victimes sont toujours les mêmes. Donc si on veut amener du mieux vivre, il faut toujours avoir à l'esprit cet enjeu environnemental. La difficulté est très grande dans la matière.
C'est pour cela que nous allons porter quelques idées, notamment sur le zéro plastique. Et parce que sur l'environnement, je crois qu'il faut avoir des ambitions assez importantes. Et donc, si on allait vers le zéro plastique, vers de la sobriété énergétique, on pourrait tout à fait aller vers un mieux vivre et une qualité de vie plus importante à Limoges. Du zéro plastique, à l'échelle d'une ville, ça se passe comment, concrètement ? Concrètement, en fait, il y a une limitation progressive du plastique qui se met en place par l'utilisation d'autres moyens. Et vraiment, notamment dans les emballages, je pense qu'il faut qu'il y ait notre écologie, l'écologie qu'on veut porter, la cause environnementale que l'on veut servir, c'est pas celle de l'incantation, c'est celle des solutions pratiques. Et vous savez, il y a des magasins, il y a des grandes surfaces où l'on peut tout à fait ne pas avoir du plastique pour ces emballages. C'est des choses très simples et c'est de cette manière qu'on tend vers le zéro plastique. Vous prenez l'exemple de San Francisco qui a su le faire. Si San Francisco l'a fait, pourquoi pas Limoges ? Votre liste est citoyenne, sociale et écologique. Qu'est-ce qui vous différencie de celle de Bernard Dobrinko, par exemple ? Bernard Dobrinko, vous êtes finalement d'accord avec Écoutez, moi, je pense Thierry Miguel sur moins de plastique À l'ère du changement climatique, à l'heure où les enjeux sont majeurs, où les scientifiques nous alertent encore. Récemment, avant-hier dans Le Monde, il y avait un article qui alertait la population, qui alertait les politiques que nous sommes sur la nécessité d'agir rapidement. L'écologie, c'est notre avenir. C'est cela qui est indiqué. Il ne faut pas des petites mesures, il faut un ensemble de mesures. Sur les mobilités, la place de la voiture dans la ville. Les mobilités douces. Nous proposons 50 km de vélo, d'un plan vélo avec 50 km de pistes cyclables sécurisées, avec la piétonisation du centre-ville, les transports gratuits à l'horizon de 4 ans. La gratuité dès la première année pour les moins de 26 ans. Si on met gratuit les transports, qui subventionne ou paye les transports, finalement, les bus ? Cela représente 1,2% du budget de fonctionnement. C'est absolument rien. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de mettre en place un réseau de transport efficace, des bus toutes les 10 minutes sur 2 ou 3 grands axes, et ensuite du drainage du trafic. C'est tout. C'est très simple. Dunkerque l'a fait avec grande réussite. Absolument. Plus de 80% de trafic en plus. Daniel Soury, je crois que vous aussi, vous préconisez le transport gratuit. Oui, absolument. Mais je voudrais quand même... On était tous ce matin à midi à la CCI. Et j'ai l'impression qu'ici, maintenant, c'est de l'écologie caméléon. C'est-à-dire que ce qui a été dit à la CCI sur le... À la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, ce matin. Là, les mêmes qui ici, ce soir, sont verts, ils étaient beaucoup moins verts à midi. Je voudrais simplement faire cette petite parenthèse. Parce que sur l'autoroute, à fond la caisse, sur le transport aérien, à fond la caisse, et après, on nous fait un discours écologiste. Moi, je voudrais revenir sur nos propositions. Nous pensons, que d'abord, l'écologie, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que ça ne peut pas être simplement pour ceux qui en ont les moyens. Et si on veut réussir la transition écologique, il faut vraiment que toute la population puisse en être et qu'on ne laisse pas une grande frange de la population sur le bord du chemin. Ça me paraît être une condition impérative pour réussir la transition. La deuxième chose, c'est que notre proposition majeure, c'est que tout projet de la communauté, de l'agglo ou de la ville, doit avoir un impact environnemental au moins neutre ou positif pour être engagé au même titre qu'il doit être financé, et nous engagerons un débat d'orientation écologique citoyen au même titre qu'il y a un débat d'orientation budgétaire annuel. À fond la caisse pour les autoroutes, à fond la caisse pour l'aérien. Pour l'aérien, oui. Ça s'adresse à vous, sans doute, Émile Roger-Lamberti. Est-ce que j'assume l'autoroute et l'aérien. Je suis tout à fait d'accord pour le poids écologique et le poids CO2 de toute mesure qui sera prise. Enfin, je voudrais dire quand même des choses toutes simples à tout le monde. Les voitures électriques, c'est nous qui les avons mises en place. De zéro, nous en sommes à 20% du parc pour passer bientôt à 35% si nous continuons. La production d'électricité sur les toits des écoles, c'est nous qui l'avons mis en place. Elle existe. Moi, j'ai une question à poser à M. Dobrinko. Vous produisez de l'électricité sur votre toiture ? Non. Non, mais je vous remercie. Non, la réponse je vous explique. Moi, je le fais depuis 2011. Il va vous répondre pourquoi. Pour quelle raison ? L'orientation de la toiture ne le permet pas, en tout cas, ne permet pas de produire suffisamment pour alimenter la maison. La rénovation et l'entretien des rivières, la remise en état, Usura, Laurence, la vallée de la Vienne, c'est nous qui l'avons fait. Tous les arbres coupés, c'est vous aussi.
Mais bien sûr, les arbres coupés, les arbres replantés, je vous rappelle... Les sans-terrables éradiqués à Beaublanc, quand même. Madame Souris, quand même. Madame Souris, je vous rappelle quelque chose. Quand on fait de l'écologie... Et les arbres de la place de la République. Quand on fait de l'écologie, on parle de la vie. Or, la vie, un arbre, c'est vivant. Les arbres, on les sème, on les plante, on les fait se développer... Et il y en a qui attrapent des maladies et qui meurent. Non, mais ceux-là, ils étaient en bon état. Vous pouvez aller voir les photos sur mon blog. La sécheresse permet aujourd'hui de détruire des arbres et il nous faut réfléchir à la façon dont nous allons les maintenir. Mais sur le en parlant d'arbres, je suis pour la végétalisation des pieds d'immeubles. Nous l'avons lancé, malheureusement, ce n'est pas prêt. C'est pour ça que la place de la République est si belle, alors. Le schéma n'est pas prêt. Monsieur Drobenko, la place de la République, nous y reviendrons quand elle sera terminée. Pour le moment, vous avez le béton qui recouvre le dessus du parking et vous ne pouvez pas y semer de pelouse. Et nous avons fait des fosses pour y mettre des arbres et il y aura d'autres végétations et vous feriez bien d'attendre la fin du chantier, ça vous éviterait de dire des bêtises. Monsieur Lamberti, vous parliez de plantes, vous avez quelque chose vous avez amené quelque chose qui apparemment interpelle beaucoup nos téléspectateurs qui se demandent ce que c'est. Eh bien, très bien. Nous avons ici quelque chose qui tient à la fois de la préservation de l'espèce dans le temps, c'est un objet que l'on peut garder, et en même temps, c'est un objet esthétique. Avec ça, qui est dérivé du travail scientifique de laboratoire, vous pouvez garder toutes les essences et protéger pour l'avenir toute la diversité biologique. Et tout à l'heure, en termes de gentillesse entre nous, puisque ce n'est pas la guerre, c'est juste une campagne électorale, je vous offrirai à chacun un arbre de la paix. Merci pour ce cours de sciences naturelles. Monsieur Drobenko. Vous avez minéralisé la ville. Oui. C'est un constat que nous pouvons tous faire. Vous avez minéralisé la ville. La végétalisation, ce n'est pas des petits arbres plantés dans un bac de ciment. Non. La végétalisation, c'est une politique publique de réaménagement urbain qui répond aux enjeux du changement climatique. C'est autre chose, monsieur Lamberti. J'entends, M. Dombal. Je reviens sur la place de la République. Oui, mais sur le mandat, M. Pipreau, quand même, la ville est sortie du top 10 des villes vertes. Ah oui, mais ça, j'assume. Il faut quand même pas... J'assume. Enfin, c'est quand même pas une victoire remarquable en matière de politique écologique. J'assume tout à fait une erreur de transmission de dossier. Je vous rappelle que nous avons gardé les 4 fleurs dont les critères ont été multipliés par 5 en termes de qualité, de supervision, de vision sur place et de programme. Donc, voilà. Mais j'assume complètement, c'est de ma faute. Monsieur Drobenko parle de la place de la République. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place ? Effectivement, vous auriez mis de la pelouse, plus d'arbres, Écoutez, je ne suis pas à la place de monsieur Lamberti, vous l'avez observé. Donc, ce qui est certain, c'est qu'une place de telle qualité, en cœur de ville, méritait un autre projet architectural qu'une dalle de pierre avec quelques arbres en périphérie. Les façades ne sont pas végétalisées. On est dans un quartier, quand on s'élève un petit peu, on constate qu'on est comme dans une cité en quelque sorte. C'est du bétonnage partout. Je plains les jeunes, je plains les personnes âgées qui l'été prochain, avec 40 degrés, se promèneront sur cette place. Ce sera intenable. À l'ère du changement climatique, c'est une aberration, cette place. Thierry Miguel, vous partagez le point de vue de M. Drobenko ? Est-ce que je pourrais quand même intervenir ? Oui. Parce que ça fait un moment qu'on m'avait oublié. Allez-y sur l'écologie, puis je reviendrai sur M. Miguel. Allez-y. Je vous remercie. Donc, c'est vrai qu'en termes d'écologie, il faut proscrire absolument l'écologie punitive. Celle qui vise à faire la poche aux contribuables, il faut la proscrire, il ne faut pas appliquer. On a vu ce que ça a donné, par exemple, avec M. Macron et l'augmentation des taxes sur le carburant, où on prend l'argent des gens pour donner aux entreprises. Ça, c'est vraiment à proscrire. Ce que nous souhaitons faire pour Limoges, déjà, une des premières choses serait peut-être, par exemple, de faire revenir aussi de l'emploi et le centre de tri de la Poste à Limoges. Parce qu'actuellement, les courriers partent de Limoges pour partir et vont à Poitiers. Et ensuite, peuvent même revenir à Saint-Junien. Par exemple, si vous postez une lettre pour Saint-Junien, ils partent à Poitiers et reviennent à Saint-Junien. Il faut faire revenir un centre de tri de la Poste. Au moins, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, ce sera beaucoup mieux également en termes d'emploi. Donc, il faut pouvoir mettre le poids du maire pour faire revenir ce centre de tri de la Poste. Ce que nous voulons faire également, c'est augmenter le nombre de trajets domicile-travail avec les bus, notamment en construisant des parkings à l'extérieur de la ville de Limoges et dans les centres-villes des zones périurbaines telles que Panazol, Riac-Rancon, où les personnes puissent vraiment avoir un accès au transport en commun
et pouvoir venir en travail en centre-ville de Limoges. Ça limitera également les bouchons qu'on peut rencontrer à certaines heures de pointe. Et pour les inciter à prendre ces transports en commun, ce que je souhaite faire, c'est mettre en place une récompense via des chèques cadeaux pour les usagers réguliers qui se verront rembourser une partie de leur abonnement de transport en chèque cadeau. J'achète en centre-ville de Limoges parce que ça permettra également de faire de l'écologie et d'aller en centre-ville afin de faire vivre nos commerces de centre-ville. Ce que je souhaite faire aussi, parce que je pense que j'ai eu le temps de parole à rattraper. Au niveau de la clinique du Colombier, c'est un réel squat. Vous êtes bien, on me dit, vous êtes bien. C'est un réel squat, il faut la détruire et en faire un parc pour que cela profite aux étudiants, au campus universitaire de la Borie qui peut être à côté, aux habitants et qu'ils arrêtent de vivre cette insécurité. Donc il faut détruire cette clinique du Colombier, en faire un parc, il faut installer des méthaniseurs autour de la ville de Limoges et des bacs à compost en centre-ville pour récupérer les déchets verts et alimenter les méthaniseurs avec un partenariat avec nos agriculteurs, il y en a beaucoup d'éleveurs autour de Limoges, et vouloir aucune artificialisation de nouvelles terres agricoles. Thierry Miguel, sur toujours cette rubrique de l'écologie, est-ce que vous partagez le point de vue de Bernard Dobrinko sur la place de la République? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut plus végétaliser? Je crois que vous voulez végétaliser un peu comme Monique Boulestin, de la place d'Aisne à la place Haute-Vienne. Je pense qu'il y a un lien végétal à créer de la même manière qu'il y a un lien environnemental à retrouver, un lien social à retrouver également. Je crois que le lien végétal est important. Mais je crois que nous, ce qui est surtout ce qui fait le propre de notre programme, c'est que nous ne séparons pas la question environnementale de la question sociale et démocratique. Les trois sont impliqués, sont imbriqués. Les victimes de ces fractures sont les mêmes. Chacune de nos propositions a été pensée avec l'esprit des trois enjeux. Cet impact, la question préalable de l'environnement sur chaque décision municipale doit être portée à l'esprit de nos décisions. C'est-à-dire que nous allons travailler de cette manière-là pour porter les sujets comme le zéro plastique et la mise en place d'une régie municipale. Monique Boulestin, on a vu des navettes électriques fleurir dans les rues de Limoges depuis 2 mois, 3 mois. C'est l'avenir. Vous êtes élu, vous multipliez ces navettes électriques? Je ne les multiplie pas, mais je trouve qu'elles sont essentielles. Vous savez, il y a des personnes âgées qui ont des difficultés aujourd'hui à se déplacer. Et moi, je vois des personnes qui, par exemple, ne peuvent plus monter la rue du Clocher en sortant de magasins de la rue Jean Jaurès et qui me disent avoir beaucoup de peine. Pourquoi ne pas imaginer qu'à des heures dédiées, eh bien, on ait effectivement ce système de navettes électriques en centre-ville. Je trouve que c'est une bonne idée parce que nous devons, nous parlons beaucoup de mobilité depuis un moment, mais nous devons tout sécuriser. Alors certains veulent du vélo partout. Il faut effectivement des voies cyclables. C'est indispensable, mais il faut le faire là où ça n'est pas dangereux. Et il faut mixer tous les modes de déplacement. Et je crois que cela passe par une vraie réflexion municipale avec des architectes, avec des urbanistes et avec toutes celles et ceux qui souhaitent nous accompagner et co-construire. Parce que vous savez, je crois qu'aujourd'hui, le mode de gouvernance, on l'a un petit peu dit ce soir, est différent de ce que nous vivions il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, les gens veulent participer activement aux transformations qui les concernent. Et je crois qu'il faudra faire appel aussi à toutes les associations qui travaillent justement dans cette optique de revégétalisation, sécurisation du centre-ville, piétonisation, vélo, trottinette. Je crois que tout cela n'est pas en contradiction, mais complémentaire et que nous pouvons avoir une ville attractive parce que c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Bernard Dobrinko, sur les navettes électriques, ça doit vous faire plaisir? Non, oui, certes, l'électrique ne réglera pas tout. Moi, je préférais qu'on fasse des économies sur les dépenses indues sur l'aéroport, où l'on paye des compagnies low cost qui sont dans les 10 premières plus polluantes d'Europe. Et c'est le contribuable d'ici qui paie le billet pour des transports Mais s'il n'y a plus de compagnies low cost à l'aéroport de Limoges, il n'y a plus d'aéroport. Si, il y a des obligations de service public, et d'ailleurs vous aurez observé que ces obligations de service public sont dirigées vers des aéroports qui ne sont pas forcément pertinents. On va sur Orly alors que Roissy est le pôle majeur. En revanche, concernant le ferroviaire, on constate qu'il y a un silence assez assourdissant. Paris en 3h10, c'est absolument aberrant aujourd'hui. Bon, on a fermé la ligne Limoges-Angoulême. La ligne Limoges-Poitiers est en déshérence. Elle est condamnée si l'autoroute se fait, qui plus est en payant. Donc vous voyez, il y a des aberrations, il y a des économies à faire. Il faut reconnecter ce territoire aux grands réseaux nationaux et européens. Et pour ce faire, il faut se donner les moyens d'une politique offensive. Il faut que les acteurs politiques ici présents aient le courage d'imposer aux acteurs nationaux, y compris quand ils sont ministres,
et y compris sur leur circonscription, la non-fermeture de ces lignes qui sont absolument nécessaires au territoire. Daniel Soury, puis M. Lamberty. Alors sur les mobilités, c'est clair que moi je pense qu'il faut donner une priorité absolue au transport du quotidien et pour permettre à tous et toutes de se déplacer facilement à pied, à vélo et en bus. Et je pense en particulier aux personnes qui ont des difficultés de mobilité. Ça peut être les personnes âgées, ça peut être les personnes à mobilité réduite, ça peut être les parents avec les poussettes. Il faut travailler tout ça. Et il faut arrêter que nos impôts soient gaspillés dans des projets ruineux, type l'A47, l'A147 ou bien l'aéroport, souvent climaticides et le plus souvent, en plus, qui ne servent qu'à une partie de la population. Émile Roger Lamberty. Sur les déplacements, très vite. Le plan de déplacement urbain est en place. Il a été calculé, travaillé avec les associations. Le schéma des mobilités urbaines est en place et a été travaillé avec les associations. L'inclusivité, parce que vous avez raison, Madame Soury. Nous n'avons pas parlé des handicapés. L'inclusivité. Il n'y avait pas d'agenda d'inclusivité, nous l'avons mis en place, il est en route. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui, et je suis d'accord avec vous sur la végétalisation, paradoxalement, elle n'a pas été faite pour une raison claire. C'est que je n'ai pas voulu dépenser l'argent pour planter des arbres dans des rues que nous allions défoncer pour faire le BHNS. Et donc ces travaux doivent être menés ensemble et en cohérence pour qu'il y ait une économie et une efficacité dans la réalisation. Ce sont les bus. Le bus à haut niveau de service. Et je propose, moi, que nous ayons une troisième ligne étudiée de telle manière que nous ayons un vrai croisement. Et j'ai entendu quelque chose de la part de Véli-Vélo dans cette soirée où ils nous ont réunis, et c'est M. Drobenko qui le propose, et je suis tout à fait d'accord pour qu'on le mette en place à titre expérimental, c'est de regarder comment on peut faire des 2 axes, voire 3 axes vélo sur la ville de Limoges. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais attention, c'est que nous avons des vraies problématiques de largeur de rue et des vraies problématiques d'implantation du bus au niveau de service et des circulations de bus. Donc là, nous devons tester. Et je suis d'accord, Madame Boulestin, avec vous, sur le fait que les conseils de quartier se sont prononcés systématiquement et nous devons demander, en ce qui concerne le déplacement à vélo, systématiquement l'avis des usagers de Véli-Vélo. Et j'ai une chance fantastique, c'est que j'ai un directeur général adjoint qui, lui, se déplace à vélo et me fait tous les matins la critique des endroits et ce qu'il faut essayer de faire dans la ville. À vélo, on pourrait se déplacer, par exemple, sur les bords de Vienne. Est-ce que c'est un endroit, la Vienne, qu'on pourrait beaucoup mieux exploiter dans le centre de Limoges, Monsieur Drobenko ? Écoutez, l'écologie en commun propose de redéfinir les trames vertes et bleues sur le territoire de la communauté urbaine et de la ville, avec des rues vertes, avec des passages piétonniers assurés et garantis. Ça, c'est absolument important. La Vienne, c'est un peu le miroir. Les cours d'eau sont un petit peu le miroir du territoire. Et il va de soi que la politique urbaine doit s'orienter vers la valorisation de ces atouts-là, ces atouts naturels. Et cela peut conduire aussi à une politique touristique réorientée entre le patrimoine architectural et le patrimoine naturel. Il y a des atouts majeurs à Limoges, ils ne sont pas valorisés à leur hauteur. Thierry Miguel, il n'y a pas assez d'atouts valorisés à Limoges ? Je pense que le bord de Vienne, moi j'y suis très attaché, en plus au bord de Vienne, j'ai grandi pas loin de cet endroit. Vous êtes né à la Bâtie dans le Je suis né à la Bâtie, on l'a déjà dit, vous le savez, non mais j'ai beaucoup, je vais souvent courir en bord de Vienne et je trouve que c'est un lieu fort agréable. Mais je crois que c'est le lien végétal. Je crois que notre politique, elle doit être portée sur plusieurs liens. On a parlé du lien environnemental tout à l'heure, on va parler sans doute tout à l'heure du lien social, mais le lien végétal est très très important. Et il me semble que le bord de Vienne est un petit peu à l'image de ce que doit être Limoges. C'est-à-dire c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'histoire, parce que tous ceux qui ont vécu à Limoges comme moi depuis très longtemps savent quelle est l'historicité en fait de ces quartiers, l'accent des Ponticaux, leur volonté de porter les choses, leur sympathie, leur verbe un petit peu haut qui en faisait tout à fait la marque. Et ça, c'est très important pour nous d'avoir cette possibilité de faire la ligne verte de la Vienne qui doit nous porter.
Alors, il nous reste moins de 5 minutes. Dire un mot sur très rapidement. 2 choses que vous avez quand même nettement oubliées sur les questions d'écologie, c'est la question des déchets. Je rappelle que la délégation de service public à l'agglo arrive à échéance en 2022. Nous ne la renouvellerons pas. Nous ne la renouvellerons pas à Veolia. Et il y a la question de l'eau, dont vous n'avez pas parlé non plus, et qui est très importante, avec la question de la gestion publique et des tarifs. Mais vous pourrez peut-être en reparler dans votre dernière intervention. Il nous reste moins de 4 minutes. Je vais demander à chacun justement d'entre vous sa mesure phare s'il est élu ou réélu. Pour qu'il n'y ait pas de contestation possible, nous avons décidé de vous donner la parole par ordre alphabétique. C'est donc Monique Boulestin qui commence. Monique Boulestin, votre première mesure, vous êtes élue maire de Limoges. Alors moi, si je suis élue, je ne vais pas attendre 6 mois pour prendre des mesures tout de suite. Alors ce sera effectivement la prise en compte des associations, leur donner les moyens de travailler et surtout, parce que nous avons parlé beaucoup de lien social il y a quelques instants, surtout de donner la possibilité à toutes celles et ceux qui vivent dans des quartiers de pouvoir bénéficier de ce que j'appelle les jardins partagés, comme cela se fait déjà aux coutures. Nous avons parlé de pauvreté, eh bien c'est une façon peut-être d'y répondre. C'est à la fois une façon de faire du lien social et une façon de partager des repas aussi. Merci Monique Boulestin. Bernard de Robenco, vous êtes élu, votre premier acte fort. Alors écoutez, ce n'est pas une mesure qui va permettre aux Limougeaudes et aux Limougeaux de mieux vivre et d'être fiers de leur ville. Le défi climatique auquel nous sommes confrontés impose des mesures urgentes, plusieurs mesures urgentes. L'immobilité, l'énergie, le vivre ensemble, il y a un ensemble de mesures à prendre rapidement. Le projet de l'écologie en commun vise à ne pas trahir, à ne pas renoncer, à être acteur d'une nouvelle ville de Limoges. Engager la lutte contre le changement climatique, préparer nos concitoyens à ce défi majeur. C'est cela qui est essentiel. L'écologie, c'est notre avenir. Albin Fréchet, vous êtes élu. Votre première mesure? Alors, je profite de ce temps de parole déjà pour renouveler mon appel à responsabilité à nos électeurs, parce que nous avons besoin de 2 femmes pour terminer notre liste. Il nous reste seulement une journée pour le faire, donc ils nous contactent rapidement. Première mesure sera initier des référendums locaux sur les projets d'investissement de la ville, comme par exemple celui de la caserne Marceau. Émile Roger-Lamberti, en 30 secondes, vous êtes réélu. Votre première mesure? Ma première mesure, ce sera de faire de Beaublanc un parc dans lequel nous allons rénover complètement les salles, reconstruire des salles et faire nature, sport, récupération et compétition. La deuxième, c'est augmenter les forces de police municipales et c'est la deuxième mesure, j'en ai demandé qu'une. Et la troisième, c'est de faire d'Esther un fleuron de l'innovation, écosystème innovant, parce que nous avons là toutes les sciences du vivant à développer pour l'industrie de demain et pour faire en sorte que nous réparions les dégâts que l'homme a fait sur la planète. Thierry Miguel, une mesure, voire 2, puisque M. Lamberti en a donné. Je vais vous en donner une qui peut en comporter plusieurs. Je crois que la mesure phare qui pourrait être la nôtre sera celle de la rénovation du quartier de Marceau, qui nous paraît totalement essentielle, en créant un lien social, parce qu'il y aura une démocratie participative qui sera mise en place pour réaménager ce quartier. Un lien social, ce sera un lieu de rencontre avec peut-être la mise en place d'un tiers-lieu. Et je pense que le quartier de Marceau peut devenir un des centres vivants de Limoges. Daniel Soury, à vous de conclure. Vous pouvez parler d'eau. 2 paquets de mesures, celle qui concerne l'agglo avec la gratuité immédiate des transports pour les PMR, pour les personnes à mobilité réduite et les moins de 25 ans, et la question de l'eau. Et pour la ville, le retour immédiat dès septembre 2020 à la gratuité des activités périscolaires et un droit d'interpellation pour les citoyens auprès du conseil municipal dès le début du mandat. Les citoyens pourront interpeller leurs élus lors des conseils municipaux, leur poser des questions orales. Et j'ai envie de dire, pour tous les citoyens qui ont des comptes à régler avec Macron, ils peuvent prendre des bulletins de vote. Nous sommes contre la réforme des retraites, pour les hôpitaux. Merci à vous tous, à vous 6 d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez revoir ces débats sur Internet. Prochain rendez-vous sur France 3, attendez une minute. Mercredi 4 mars, toujours à 21h, avec 4 villes en Corrèze. Vous pourrez suivre les débats pour Malmort et Tulle. Et puis sur la Haute-Auvergne et la Creuse, nous diffuserons les débats sur Bellac et Guéret avec tous les candidats. France 3, plus que jamais, chaîne de la proximité, chaîne des élections municipales. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. À bientôt.